Les chutes Victoria, frontière naturelle entre la Zambie et le Zimbabwe. Le plus grand rideau d'eau de la planète. Les chutes abritent une faune particulière et sont le refuge des plus grands mammifères terrestres. Ici, la vie peut être paradisiaque. Mais parfois, c'est l'enfer. Il est alors question de vie ou de mort. Mosi ou Atunya, la fumée qui gronde. C'est ainsi que les habitants appellent les chutes Victoria. Le nuage de vapeur d'eau s'élève jusqu'à 300 mètres de haut. Quand le ciel est clair, on le voit à 30 km de distance. Nous sommes au mois de juin. La saison des pluies est passée depuis longtemps. La cataracte a perdu la moitié de sa force. Pourtant, les nuages d'eau pulvérisée se maintiennent une bonne partie de l'année. De l'autre côté des chutes, l'humidité remonte et permet à une forêt tropicale de prospérer. Là, pousse une incroyable diversité de plantes et de fruits. Une forêt miniature de cette sorte n'est pas censée exister à cet endroit. Mais la pulvérisation d'eau fait naître l'impossible. L'explorateur et missionnaire écossais David Livingstone a été le premier Européen à découvrir les chutes Victoria. Il parcourait l'Afrique depuis 6 ans déjà, quand en novembre 1855, il s'est retrouvé devant la cataracte. Très impressionné, il décrit les chutes comme la plus belle chose qu'il ait vue en Afrique. En l'honneur de la reine britannique, il les nomme chutes Victoria. La cataracte est alimentée par le puissant Zambèze. En amont des chutes, le fleuve est parsemé de dizaines d'îles. Certaines sont minuscules. C'est le cas de Palm Island. D'autres remplissent le fleuve et s'étendent sur plusieurs kilomètres de long. Comme celle-ci, Long Island. Elle abrite les plus grands animaux terrestres de la planète. Des éléphants. Et plus précisément, un groupe de célibataires. Ces pachydermes ont plusieurs points en commun. Ce sont tous des mâles et ils ont été abandonnés par leur famille. Ce qui est courant chez les éléphants.
Ils forment maintenant un groupe de célibataires. Ces adolescents ont besoin d'au moins 50 000 calories par jour. Heureusement, ici, la végétation est généreuse. Les éléphants trouvent de quoi se nourrir toute l'année. Et encore plus important, de l'eau. Un accès si facile à l'eau est exceptionnel. Presque partout ailleurs, les éléphants doivent parcourir tous les jours plusieurs kilomètres pour trouver de quoi se désaltérer. Pour les jeunes des chutes Victoria, l'apprentissage de l'autonomie se fait sans grande difficulté. Pourtant, à un moment, ils voudront retourner sur leur lieu de naissance. À une centaine de kilomètres au sud-est des chutes se trouve le parc national Hwange. C'est là que vivent leurs mères avec les petits. Un véritable paradis pour les pachydermes. Avec néanmoins quelques petits défauts. Les points d'eau du parc s'assèchent au début de la saison sèche. Les éléphants doivent alors migrer. Certains iront jusqu'aux chutes Victoria, où ils retrouveront peut-être le groupe de célibataires. D'autres animaux ont adopté les chutes. Les babouins. Ils ont colonisé la forêt tropicale miniature. Pour les singes, c'est un jardin d'Éden. À tous les étages de la forêt, ils trouvent de quoi se régaler. Ici, la vie est sans souci. Mais ce n'est pas le cas partout dans les chutes Victoria. À 1 kilomètre en aval du fleuve, tout est différent. Les brumes vivifiantes de la cataracte n'arrivent pas jusque-là, et la végétation est loin d'être aussi luxuriante. Une famille de babouins vit à cet endroit. Ici, pas de figues ni de citrons, mais de la nourriture sèche. La famille est dirigée par ce mâle. Il est facilement reconnaissable, car il lui manque un bout de la queue. Il est responsable d'un harem important et d'une dizaine de petits.
Une lourde tâche. Les femelles ont besoin de beaucoup de nourriture afin de produire suffisamment de lait pour leur progéniture. C'est un défi permanent. Ici, quelques feuilles sont une véritable aubaine. Et le temps des fruits mûrs est passé. Les babouins ne trouvent que des végétaux desséchés qui doivent être mâchés des heures pour être ramollis. Ils ont donc toujours une petite réserve dans les joues. En observant attentivement, les jeunes apprennent comment se débrouiller avec ces maigres ressources. L'apprentissage a assez duré. C'est l'heure de la récréation. Le chef de la troupe semble lui aussi satisfait. Mais l'image de bonheur familial est trompeuse. La nourriture manque cruellement. Les chutes Victoria ont beau être à portée de vue, la forêt tropicale est inaccessible. La gorge de Batoka serpente juste en dessous de la cataracte. Les falaises de basalte noir témoignent de son origine volcanique. Par endroits, elles dépassent 100 mètres de hauteur et sont infranchissables pour les babouins. La forêt tropicale miniature et ses délices ne sont pas pour eux. Le chef s'est isolé. Bientôt, ce sera encore plus dur pour lui et sa famille. La saison sèche va commencer dans quelques semaines. Ses prémices sont déjà visibles. Le matin, des nappes de brume flottent sur l'eau. L'hiver africain coïncide avec le début de la période sèche. L'eau du Zambèze s'est nettement refroidie. De 25 degrés, elle est passée à 15. Les hippopotames n'aiment pas ça du tout. Leur corps massif ne les empêche pas de ressentir le froid aux abords de Palm Island. De grandes parties du fleuve se sont asséchées. La puissante cataracte n'est plus qu'un filet d'eau. Le paysage se fait de plus en plus inhospitalier. La plupart des animaux n'ont plus le choix. Pour survivre, ils doivent rejoindre le Zambèze. Il en va de même pour les éléphants du parc national de Hwange. Les femelles et leurs petits se pressent autour des derniers trous d'eau.
La matriarche doit à présent emmener sa famille. Elle n'est pas seule à être chargée de cette mission. Des dizaines d'éléphantes se mettent en route avec leur progéniture. Elles ont toutes le même but. Les îles situées au-dessus des chutes Victoria. Le groupe de célibataires n'aura plus très longtemps le fleuve rien que pour lui. Ils ont passé les derniers jours sur Long Island et s'apprêtent à rejoindre à la nage une autre île. Les éléphants sont très voraces. La végétation n'a le temps de se régénérer que s'ils changent sans arrêt d'emplacement. Mais se mettre à l'eau ne les enchante pas. L'un d'eux finit par montrer l'exemple. Dans les groupes de célibataires, il n'y a pas de chef qui prenne les décisions. Celui qui dominera plus tard doit encore faire ses preuves. Et l'eau leur permet de se mesurer. En jouant, ils confrontent leurs forces. Mais les jeunes éléphants ne prennent pas ces joutes très au sérieux. Elles les conduisent surtout vers de nouveaux rivages. Leur capacité à nager donne aux pachydermes un avantage inestimable. Ils vont ainsi d'île en île pour se nourrir, tandis que la plupart des autres animaux sont confrontés à la sécheresse. Chez les babouins en aval des chutes, la situation devient critique. Il ne reste plus une seule feuille à se mettre sous la dent. S'ils ne manifestent aucun signe de malnutrition, ils affichent pourtant de nombreuses blessures. Quelques jeunes ont eux aussi de graves lésions. Y aurait-il des bagarres avec d'autres groupes? Et comment se fait-il qu'ils s'entendent si bien malgré le manque de ressources alimentaires? Quel est le secret de cette famille de babouins? L'eau et la nourriture sont les seules préoccupations du moment. Et ceci vaut aussi pour les éléphants. Les familles venues du parc national Hwanghae atteignent les îles.
Quelques éléphanteaux font le voyage pour la première fois et n'avaient jamais mis les pieds dans l'eau. Mères et tantes les entourent pour les protéger. La matriarche reste toujours en tête. Beaucoup de femelles conduisent leur famille à cet endroit. Enfin à boire et à manger. Un seul mâle vit encore sur ces îles. Il a plus de 60 ans et ses meilleures années sont derrière lui. C'est lui qui a choisi de vivre près des chutes. Comme les célibataires, il y profite de conditions paradisiaques. Mais pas seulement. Comme aucune femelle ne vit ici, il n'a plus à affronter d'autres mâles. C'est sans doute dans ces îles au-dessus de la cataracte qu'il finira ses jours. Les hippopotames apprécient les journées ensoleillées. Eux aussi ont élu domicile sur les rives de Long Island. Ils apprécient la chaleur des talus. L'eau est trop froide pour eux à présent. Mais à terre, les hippopotames ne se sentent pas en sécurité. En tout cas pendant la journée. C'est pourquoi le mâle dominant reste en éveil permanent. Retour sur les familles d'éléphants. Les petits ne sont pas encore remis de la fatigue du voyage. Mais les longues journées de marche depuis le parc Hwan-Gai seront bientôt oubliées. Pour les éléphantes et leurs petits, la vie est belle sur Long Island. L'eau et la nourriture y sont toujours à portée de trompe. Un éléphant adulte absorbe quotidiennement 500 kilos de végétaux. La végétation de l'île souffrirait énormément si les pachydermes ne se conduisaient pas avec une grande intelligence. C'est pourquoi les familles se répartissent sur toute l'île. Les plantes ont ainsi la possibilité de se régénérer. Les éléphants ont tous un itinéraire qui les mène lentement du nord au sud de Long Island. C'est ainsi qu'ils s'approchent de plus en plus du territoire des hippopotames. Ce qui n'échappe pas au mâle dominant. Les hippopotames ont le plus grand respect pour les éléphants. Le temps où ils avaient Palm Island rien que pour eux est révolu. Octobre. Il n'a pas plu depuis des mois.
Les chutes Victoria sont méconnaissables. Ici, grondaient il y a quelques mois encore, les chutes les plus impressionnantes au monde. Le niveau d'eau n'a pas été aussi faible depuis près de 30 ans. Les marabouts ont donné naissance à leur progéniture. Les 2 juvéniles de cette famille sont presque adultes maintenant. Seul leur crâne pelucheux les distingue de leur mère. Ils vont avoir de nombreux défis à relever. Les adultes font tout pour protéger les jeunes de la chaleur. Celle-ci n'est pas l'unique problème. Normalement, ces échassiers nourrissent leurs petits avec des aliments qu'ils ont emmagasinés dans leurs sacs gulaires. Mais la poche de ce marabout est vide. Il devient urgent de trouver de quoi manger. L'eau a baissé de façon spectaculaire ces derniers jours. Du fleuve Zambèze, il ne reste à beaucoup d'endroits que quelques mares. Des poissons s'y retrouvent prisonniers. Les marabouts explorent systématiquement les flaques. Mais où se cache-t-il? Ce n'est qu'une question de patience. Non loin de là, les familles d'éléphants sont elles aussi à la recherche de nourriture. Elles changent sans arrêt d'île pour ne pas mettre en danger leurs ressources. Mais il y a un problème. Les éléphantes et leurs progénitures ne peuvent pas traverser directement le fleuve Zambèze. Certains éléphantos sont trop petits pour nager sur une longue distance. La matriarche de cette famille a un bébé avec elle. Elle doit trouver un chemin qui les mène à pied sec sur une autre île. Un parcours qui s'avère plutôt accidenté. Tous et toutes restent groupés. Ensemble, ils acceptent d'emprunter un itinéraire terrestre qui convient aux petits. Les marabouts, eux, n'ont toujours rien trouvé à se mettre sous le bec. Les poissons sont trop profondément cachés dans la boue. Contrairement aux hérons et aux pélicans, les marabouts ne sont pas de bons pêcheurs. Ils se nourrissent plutôt de charognes, comme les vautours. Mais ils farfouillent quand même dans l'eau. Sait-on jamais? Une occasion se présente. Parfois, un poisson essaie d'échapper à la catastrophe imminente et tente de regagner le fleuve. Ce qui ne se fait pas sans bruit. Les luttes pour un poisson dureront des semaines encore. Ce marabout mâle a eu de la chance.
Sous les yeux vigilants de la mère, les petits peuvent enfin manger. Pour le moment, ils ont de quoi faire. Les jeunes dépendront des soins de leurs parents pendant des semaines encore. La famille d'éléphants est toujours à la recherche d'un chemin sec. L'éléphanteau peine à suivre. Il prend sans cesse du retard. Le troupeau attend qu'il rejoigne sa mère. Comme le petit, tous les membres du groupe font confiance à la matriarche. Après des heures de recherche, le bébé est épuisé. Mais l'expérience de la matriarche a porté ses fruits. Elle a trouvé une bande de terre qui relie à une île voisine. Rassemblant ses dernières forces, le petit suit sa mère. Les voilà à bon port. Malgré toutes ces contraintes, la saison sèche se passe bien pour les éléphants sur le Zambèze. En revanche, d'autres espèces doivent se battre pour survivre. Les babouins vivant de l'autre côté de la gorge de Batoka sont particulièrement touchés par la sécheresse. Ici, il n'y a plus rien à manger. Les petits sont ceux qui en souffrent le plus. Beaucoup ont du mal à faire face à ces conditions difficiles. Si le mâle dominant ne trouve pas de solution, son groupe est condamné à mourir de faim. Il est temps que ça change. Tous suivent leur chef. Un raid un peu spécial se met en mouvement. Le groupe accélère son allure à l'approche du but. La route frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. La plupart des chauffeurs profitent de l'attente au poste de douane pour faire une pause. Quand les êtres humains voyagent, ils emmènent des provisions et laissent des déchets. Les jeunes babouins se concentrent sur les poubelles. Ils y font toujours des trouvailles. Les adultes vont voir un peu plus loin. Sûr de lui, le chef de la bande prend possession de la route. Voilà le genre d'occasion que lui et ses compagnons ne laissent pas passer. Les babouins ne connaissent pas les bonnes manières. Le butin se limite parfois à un fruit. Et parfois, il atteint de quoi se rassasier toute une journée. Au poste frontière, les babouins trouvent tout ce dont ils ont besoin. Mais l'expédition n'est pas sans danger.
C'est ici que le mâle dominant a laissé un morceau de sa queue. Pendant les périodes de disette, les babouins viennent régulièrement faire une razzia au poste frontière. Ils ont trouvé la combine et en sont visiblement satisfaits. Puisqu'ils ne peuvent pas profiter des trésors de la forêt tropicale miniature, ils se débrouillent ainsi. Début décembre. Soudain, venu d'on ne sait où, le changement se fait sentir. Ça commence par une brise. Qui n'échappe pas au tisserand. Et c'est parti. Après plus de 6 mois de sécheresse, c'est la délivrance. Les premières pluies sont tombées. Mais il faudra des semaines avant que tout le lit du Zambèze soit inondé. La pluie n'est pas le signal d'un recommencement pour tous. Le vieil éléphant est mort. Pour lui, la pluie est arrivée trop tard. Son cadavre est vite repéré. Les crocodiles ne laisseraient pas passer une telle opportunité. Habituellement, ils se nourrissent plutôt de poissons. Mais la pêche demande de gros efforts. Avec cet éléphant, ils ont gagné le gros lot. Cela n'empêche pas les bagarres. Le cadavre nourrira les crocodiles pendant des semaines. Ils ne bougeront plus d'ici. Les premières pluies sont arrivées il y a près de 2 mois. L'eau de l'arrière-pays n'atteint les chutes que maintenant. Le nuage de vapeur d'eau refait son apparition au-dessus de la cataracte. L'eau se jette dans la gorge de Batoka sur une longueur de près de 2000 mètres. Les chutes Victoria sont redevenues les chutes d'eau les plus larges du monde.
Pour les éléphantes et leurs petits, la renaissance de la cataracte est un signal fort. Il arrive juste à temps, car la végétation des îles a beaucoup souffert. Les familles reviennent au parc Hwanghae, qui a bien reverdi. Elles se rassemblent une dernière fois sur les rives de Long Island. Pour les tout-petits, c'est un défi. Il n'y a plus de voie terrestre. Les adultes protègent une fois de plus leur progéniture. Sans leur aide, les éléphantos seraient entraînés dans le courant. L'an prochain, ils reprendront ce chemin. Sur les îles en amont des chutes, ne sont restés que le groupe de célibataires. Ils se déplacent tout le temps. De jeunes éléphants les ont rejoints. D'autres quittent le groupe pour aller vivre seuls. Ils coupent le cordon. Mais tant qu'ils sont ensemble, ils profitent bien de la vie en groupe. Les chutes Victoria sont l'une des merveilles naturelles de notre planète. Certains animaux ont trouvé là un refuge durable, parce qu'ils ont su s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Pour d'autres, les chutes sont un abri durant la saison sèche. Sans elles, ils survivraient difficilement. Et pour nous, les humains, elles sont depuis des siècles un lieu d'émerveillement perpétuel. Mosi Oa Tunya, la fumée qui gronde.